Bien, bonjour à tous, je m'appelle Marc Hecker, je suis directeur de la recherche et de la valorisation à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, à Paris. L'IFRI est le principal think tank sur les questions internationales en France et je vais vous parler pendant quelques minutes sur la thématique «Travailler dans un think tank». Alors nous avons un créneau de 30 minutes entre 16h30 et 17h. Je vais faire une présentation assez, liminaire, assez courte et n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Je suis là pour vous, pour répondre à vos questions et pour cela, il faut que vous utilisiez la fonction commentaire et je verrai vos questions en même temps que je vous parle et j'essaierai de les traiter soit au fil de l'eau, soit à la fin. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous servir de cette fonction. Alors, travailler dans un think tank, il faut déjà que je vous explique évidemment ce qu'est un think tank et je vais renvoyer à des publications parce que là, j'aurai pas le temps de détailler. D'abord à un article qui s'appelle «Think tanks à la française», qui a été publié par Thierry de Montbrial et Thomas Gomard, qui a été publié dans la revue Le Débat en 2014 et que vous pourrez trouver en ligne. Donc le titre, c'est «Think tanks à la française» et c'est un article qui explique bien ce que sont les think tanks, comment ils fonctionnent et les spécificités de l'écosystème français. Par ailleurs, je renvoie également à ce livre, alors pour le coup, il n'est pas en ligne, qui s'appelle «Une histoire du monde, 40 ans de relations internationales», qui a été dirigé par Dominique David et publié chez Duno à l'occasion du 40e anniversaire de l'IFRI et vous trouverez là tout un tas de contributions qui essayent aussi d'expliquer, comment fonctionnent les think tanks et quelles sont les spécificités des think tanks en France et en particulier de l'Institut français des relations internationales, institut dans lequel donc je travaille. Je vous renvoie également, donc au site, de l'IFRI, www.ifri.org, vous l'avez, derrière moi et à nos réseaux sociaux, hein. L'IFRI est présent sur, Twitter, l'IFRI est présent, sur Facebook, sur, Instagram et cetera. Alors, nous ne sommes pas un centre de formation. Je vois que, cette question s'affiche. L'IFRI, c'est donc un think tank. Qu'est-ce que c'est qu'un think tank? Alors je vous donne la définition du dictionnaire. C'est un cercle de réflexion émanant généralement d'institutions privées et apte à soumettre des propositions au pouvoir public. Je reviendrai sur une autre définition un peu plus précise dans quelques instants, mais cette définition, c'est celle du dictionnaire. On traduit généralement think tank par réservoir de pensée ou par laboratoire d'idées, mais le plus souvent, on utilise cette appellation, anglo-saxonne, think tank et si on utilise ce terme, anglais, ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'histoire des think tanks, effectivement, trouve son origine en Angleterre et aux États-Unis avec des institutions, historiques comme le Royal Institute for International Affairs à Londres, qu'on connaît, sous l'appellation Chatham House. C'est l'endroit dans lequel se situe, cet institut royal des relations internationales, qui a été créé il y a 101 ans, en 1920 et puis 1 an plus tard, en 1921, a été créé le Council on Foreign Relations, aux États-Unis et en 1921 et en fait, ces dates-là, ça vous dit probablement quelque chose si vous étudiez les relations internationales. Ça correspond à la période, de la conférence, de la paix de Paris de 1919 qui a conduit au traité de Versailles et à l'époque, des délégués britanniques et américains se sont rencontrés pour jeter les bases d'un institut anglo-américain destiné à prévenir une nouvelle guerre. Alors cet institut anglo-américain n'a pas vu le jour, mais en revanche, il y a bien l'institut qui est né au Royaume-Uni, Chatham House, et l'institut qui est né aux États-Unis, le Council on Foreign Relations. Et le but de ces 2 instituts, c'était d'avoir une meilleure connaissance des relations internationales et de favoriser les échanges, entre pairs de différents pays. Le modèle s'est ensuite répandu dans les dominions, dans le Commonwealth, avec des instituts similaires étudiant les relations internationales qui sont nés au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, en Inde, etc. La France s'est inspirée tardivement de ce modèle avec la création du Centre d'études de politique étrangère en 1935, centre qui s'est doté d'une revue qui s'appelle Politique étrangère. Alors il se trouve que ce centre d'études de politique étrangère n'existe plus, mais que l'Institut français des relations internationales dans lequel je travaille en est en quelque sorte l'héritier et la revue Politique étrangère, elle est éditée,
par, l'IFRI, par l'Institut français des relations internationales. Elle a été récupérée, par l'IFRI en 1979 et d'ailleurs, vous pouvez consulter toutes ces archives depuis 1936, hein, en ligne, sur la plateforme Percé et c'est accessible, gratuitement. Alors quel est le métier, des think tanks? Je vais distinguer 4 points. Le premier point, c'est que les personnes qui travaillent dans des think tanks doivent être distinguées des consultants et des lobbyistes, hein. L'intentionnalité n'est pas la même. Pour un think tank, il y a vraiment, l'intérêt, pour un think tanker, il y a vraiment l'intérêt général, qui prévaut, dans nos recherches. On n'est pas dans la défense d'intérêts, privés comme peut le faire un lobbyiste ou, on n'est pas sur des études de marché, très précises comme peuvent le faire des consultants. On n'est pas non plus dans un think tank, dans de la recherche académique pure, même si nos méthodes de recherche peuvent se ressembler. Un think tanker a recours à des méthodes de recherche en sciences sociales, comme de la revue de littérature, des entretiens, des observations, des enquêtes de terrain qui sont très importantes pour l'IFRI, qui est un think tank dans le domaine des relations internationales. Donc nos chercheurs se déplacent dans les pays, d'Afrique, d'Asie, etc., pour, faire des enquêtes de terrain. Mais le produit de cette recherche diffère quand même légèrement d'une recherche académique, dans le sens où il y a à la fois une dimension prospective, c'est-à-dire qu'on termine généralement nos recherches par une dimension prospective qui cherche à anticiper des tendances, d'avenir pour les relations internationales ou pour un pays ou pour une zone. Et puis on est aussi dans de l'aide à la décision, décision publique ou privée, c'est-à-dire qu'il y a généralement des recommandations, dans nos recherches sur la base de notre enquête de terrain qui, elle, est vraiment, objective. On recherche l'objectivité. Entre nous, dans le milieu des think tanks, on parle de recherche policy oriented, donc qui a une vocation d'aide à la décision et ce qui nous différencie d'une recherche purement, académique. Une notion qui est souvent associée au travail des think tanks, c'est celle d'influence, c'est-à-dire une capacité à faire passer des idées auprès de cercles de décideurs. Et cette capacité d'influence, elle passe à la fois par des publications de différents formats. Donc, les think tankers doivent être capables de publier de la vraie recherche qui peut être publiée dans des revues académiques, mais on doit aussi être capable de publier des articles plus courts, des articles de presse notamment, des éditoriaux. On doit être capable aussi d'être présent, par des publications très courtes sur des blogs ou sur des réseaux sociaux. Bref, il faut maîtriser tout un panel de publications, des plus, complexes et des plus, importantes et plus volumineuses, hein. Ça peut être des rédactions d'ouvrages, hein. Moi, j'ai par exemple publié récemment un livre, sur le terrorisme qui s'appelle «La guerre de 20 ans» et qui fait plus de 400 pages avec un de mes collègues, de l'IFRI. Mais il faut aussi être capable de décliner ces publications volumineuses, en, des publications beaucoup plus courtes pour faire passer ces idées à un public qui n'a pas forcément le temps de lire des publications, aussi volumineuses. Et donc ça passe non seulement par des publications, mais aussi par des interventions à des conférences, à des séminaires ou alors dans des cercles, voilà, qui peuvent être très différents auprès d'entreprises ou auprès de décideurs publics. Là encore, pour donner un exemple personnel, je suis récemment intervenu, à une commission d'enquête, parlementaire et là, il fallait faire passer le produit de mes recherches en quelques minutes. J'avais eu 7 ou 8 minutes pour faire une présentation liminaire. Autre caractéristique, et c'est la dernière que je voulais mentionner, c'est que les think tanks se situent au croisement de 4 sphères. La sphère académique, tout d'abord. La plupart des personnes qui sont chercheurs, dans un think tank, pardon, ont, un pied dans le monde académique, de par leur formation d'une part. La plupart des chercheurs, sont, docteurs, souvent docteurs en sciences politiques, mais ça peut être, d'autres doctorats en sciences humaines. Et puis, beaucoup de chercheurs, enseignent aussi, heu, évidemment à temps partiel, hein, puisque leur emploi principal c'est, dans le think tank, mais il peut y avoir des activités d'enseignement. Moi, j'ai enseigné pendant 5 ans, par exemple, à Sciences Po. Donc la première sphère, c'est cette sphère académique avec laquelle on entretient aussi des liens puisqu'on a des conseils scientifiques qui vérifient, la qualité de nos publications et ces conseils scientifiques sont composés souvent de chercheurs, connus, de professeurs d'université, directeurs de recherche au CNRS et cetera. La deuxième sphère,
que je souhaite mentionner, c'est la sphère politique ou de la haute administration, puisque l'IFRI, interagit souvent avec des ministères, heu, à différents niveaux de ces ministères. Parfois, nous rédigeons des études pour le ministère des Affaires étrangères, par exemple, ou pour le ministère des Armées, et il y a toujours cette spécificité d'être dans une logique donc de recommandation. Par ailleurs, dans nos séminaires, il est important que, des personnalités de la haute fonction publique ou, des représentants politiques, ça peut être des députés et cetera, soient présents, pour, également s'exprimer et donner leur vision, d'une problématique précise de relations internationales. La troisième sphère avec laquelle on interagit, au quotidien, c'est la sphère des entreprises. Entreprises qui soutiennent, l'IFRI, not pour prendre l'exemple de l'IFRI, mais ça pourrait être aussi un autre, think tank. Pour ce qui est de l'IFRI, il faut savoir que l'essentiel du financement provient de mécénat, d'entreprises, et évidemment, on a tout un tas de mécanismes pour essayer de garantir quand même l'objectivité de nos recherches et faire en sorte qu'elles ne soient pas influencées dans le sens des intérêts particuliers d'une entreprise, donnée. Et là encore, il nous semble important que des chefs d'entreprise, des cadres, et cetera, viennent à nos conférences, puissent exprimer leur point de vue et interagir avec des personnes du monde académique ou du monde de l'administration publique. Et puis la quatrième et dernière sphère avec laquelle on interagit, régulièrement, c'est la sphère médiatique, hein. Nous sommes contactés très régulièrement par des journalistes pour, essayer de décrypter, d'analyser un événement, de relations internationales, et il nous semble important de le faire puisqu'on est dans cette logique d'intérêt général et donc de vulgarisation et de transmission aussi des recherches, qu'on peut faire. Et pour cela, on passe évidemment par les médias classiques, mais aussi par, les médias, en ligne, hein, les réseaux sociaux notamment, où on publie des petites vidéos pour décrypter des événements de l'actualité, des infographies, des cartes, et cetera. Je vais revenir après cette, brève présentation sur la définition de think tank, en vous donnant la définition qui a été écrite par, Thierry de Montbrial, qui est le président de l'Institut français des relations internationales et qui dit, je cite: «J'appelle think tank toute organisation ouverte, construite autour d'un socle permanent de chercheurs, se donnant pour mission d'élaborer sur des bases objectives des idées relatives à la conduite de politiques et de stratégies privées ou publiques s'inscrivant dans une perspective d'intérêt général». Fin de citation. Vous voyez qu'il y a un terme important, notamment dans cette définition, c'est l'idée de socle permanent de chercheurs. Donc, pour ce qui est de l'IFRI, par exemple, il y a concrètement une cinquantaine de salariés à l'IFRI et environ la moitié de ces salariés sont des chercheurs. Et en plus, l'IFRI a, tout un réseau de chercheurs associés qui, pour le coup, ne sont pas salariés de l'institut, mais qui peuvent fournir une expertise, sur des sujets particuliers pour lesquels on n'aurait pas, d'expertise particulière en interne. Alors concrètement, nous sommes organisés en centres de recherche, en unités de recherche avec, des unités de recherche qui sont sur des thématiques régionales. Donc on a par exemple un centre Afrique subsaharienne, un centre Asie, un programme Amérique du Nord, et cetera. Et on a aussi, des, centres, des unités transversales. Par exemple, un centre des études de sécurité qui étudie les questions de sécurité et de défense, un centre énergie et climat qui s'intéresse notamment aux problématiques environnementales et un centre migration et citoyenneté qui travaille, bah, sur toutes les questions ayant trait, aux problématiques migratoires. Je ne les cite pas tous, encore une fois, si vous voulez, le détail, je vous renvoie au site de l'Institut français des relations internationales. Et en pratique, l'activité quotidienne, elle consiste à produire de la recherche sous la forme, d'événements. Donc on organise, à peu près, 120-130 événements par an. Évidemment, tout ça a été un peu perturbé par le covid, mais on a basculé en mode virtuel, puis en mode hybride, et on a repris là les conférences physiques. Ce qu'on appelle événement, donc ça va d'un séminaire, qui peut être fermé avec vraiment des experts, des spécialistes qui échangent sur un sujet particulier, ou alors des grandes conférences avec, des ministres ou des chefs d'État qui peuvent être en visite en France et qui viennent exposer leurs vues à l'Institut français des relations internationales, à Paris. L'IFRI organise aussi un grand événement, annuel qui a lieu chaque année dans un autre pays, qui s'appelle la World Policy Conference, qui dure 3 jours,
avec, des spécialistes des 4 sphères que j'ai évoquées précédemment et qui viennent échanger sur des thématiques extrêmement diverses. La dernière, occurrence a eu lieu il y a un mois aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, et on a parlé aussi bien de la politique européenne que, de la politique spatiale, de l'Afghanistan évidemment avec ce qui venait de se passer, des questions économiques et des dettes et cetera. Enfin bref, toutes les questions d'actualité, internationale. Alors je vois qu'il y a plusieurs questions, d'entre vous sur la thématique, comment est-ce qu'on peut travailler à l'IFRI? Qui peut intégrer? Est-ce qu'il faut un diplôme spécifique? Alors, la première chose que je veux dire, c'est que quand on est étudiant, on peut être membre de l'IFRI. Il y a une adhésion spécifique pour les étudiants, ce qui vous permet, d'assister à tout un tas de conférences. Alors certaines conférences sont de toute façon ouvertes, mais d'autres conférences sont réservées aux membres et voilà, en étant membre étudiant, vous pourrez, y accéder et là, toutes les informations pour l'adhésion sont accessibles sur le site, de l'IFRI. Par ailleurs, quand on est étudiant, en particulier en fin d'études, hein, donc niveau master 2 en relations internationales, ou alors même en doctorat déjà, on peut faire un stage, à l'IFRI. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de demandes de stage et que, on respecte, les quotas. Donc on ne peut pas avoir plus de, 6 ou 7 stagiaires, en permanence, à l'IFRI, et ça suppose pour nous d'être très, très sélectifs. Donc on va vraiment, sélectionner les meilleurs, candidats et il faut s'y prendre, très en amont et généralement les stages, sont d'une durée assez longue, hein, 5 ou 6 mois, avec un fonctionnement, décentralisé dans le choix des stagiaires. Donc, en fonction des thématiques qui vous intéressent, si par exemple vous êtes, spécialisé sur, l'Asie, que vous parlez le mandarin et cetera, il faut vous adresser directement, au directeur ou à la directrice, du centre concerné pour, faire acte de candidature. Si vous parlez l'arabe et que vous vous intéressez au Moyen-Orient, que vous faites un master spécialisé sur le monde arabo-musulman, il faut vous adresser directement au centre, Moyen-Orient de l'IFRI. Hem voilà, ça c'est pour les stages. Maintenant, pour ce qui est d'un emploi, donc une fois que vous avez terminé vos études, je vais être très honnête avec vous, il y a très peu de postes, qui s'ouvrent, mais ça arrive. Donc là, il s'agit vraiment aussi d'avoir, de la chance, hein. Il s'agit de postuler ou de faire acte de candidature, au moment où un poste, est annoncé. Ça peut être sur le site de l'IFRI ou sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux qu'on les voit passer. Hem mais par ailleurs, vous pouvez évidemment faire acte de candidature à n'importe quel moment et les meilleures candidatures peuvent, nous marquer et on s'en souviendra le jour où on ouvrira un poste. Pour être chercheur à l'IFRI, il vaut mieux avoir un doctorat. Il y a clairement une surreprésentation, des docteurs, parmi, les chercheurs de l'IFRI et évidemment parmi les directeurs de centres. Là, ils sont quasiment tous, docteurs. Il s'agit la plupart du temps de doctorats en sciences politiques, mais pas uniquement, on a quelques exceptions, un docteur en géographie par exemple. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs chercheurs qui sont entrés à l'IFRI par la voie d'un mécanisme particulier que vous ne connaissez peut-être pas encore, au niveau, des masters, qui s'appelle une convention industrielle de formation par la recherche, CIFRE, CIFRE, et c'est un dispositif qui permet de faire une thèse en étant à la fois à l'université et dans une structure professionnelle privée. Par exemple, l'IFRI, hein, qui est donc une structure de droit privé puisque c'est une association, reconnue, de droit public. Pardon, reconnue, d'utilité publique. Hem Pour, faire une convention CIFRE, évidemment, ça suppose déjà d'avoir fait un master de recherche, d'avoir fait un mémoire de recherche et ensuite, de vouloir poursuivre dans la voie de la recherche, donc de faire un doctorat, d'être admis en thèse dans une université ou à Sciences Po et en parallèle, donc de monter un dossier, et si ce dossier est accepté, par, l'agence qui s'appelle l'ANRT qui gère, les conventions CIFRE et bien, à ce moment-là, il peut être possible d'intégrer, l'IFRI par ce biais-là. J'ai plusieurs questions là qui apparaissent sur, non seulement les diplômes, mais les compétences, pour, intégrer l'IFRI. Alors les diplômes, je l'ai très largement mentionné, hein, ce sont des diplômes de master de relations internationales qui sont recherchés. Pas nécessairement en France d'ailleurs, hein, donc il y a des masters évidemment de relations internationales à Paris 1, à Paris 2, à Sciences Po, il y en a aussi en province. Il y a des masters aussi spécialisés par zone, géographique, heu, voilà, sur l'Afrique par exemple à Sciences Po Bordeaux, il y a un domaine,
d'expertise reconnue sur cette région. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'expérience à l'étranger peut être très valorisée. Donc on a des personnes qui font acte de candidature en ayant fait des masters, voilà, dans des grandes universités, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne éventuellement, bref, là vraiment il y a pas de règle, hein. Ça peut être, dans n'importe quel pays et surtout, quand vous vous intéressez particulièrement à une zone géographique spécifique, si vous avez fait une partie de vos études ou si vous avez déjà fait des stages dans cette zone géographique, ce sera évidemment, valorisé. Les connaissances linguistiques sont aussi importantes, si, vous souhaitez vous spécialiser sur une zone donnée. Voilà, sur la Chine, par exemple, on a recruté, il y a, quoi, 1 an et demi, 2 ans maintenant, un chercheur. Bon, c'est un chercheur qui, était à l'époque en doctorat, à l'INALCO, qui depuis a soutenu sa thèse et qui parle mandarin. Heu, pour travailler dans notre secteur, Russie, NEI, évidemment, il vaut mieux, parler russe. Mais à chaque fois, ce sont des toutes petites équipes de recherche, donc je ne veux pas non plus susciter de faux espoirs, hein. Heu, vous évidemment, vous pouvez avoir pour objectif, de travailler à l'IFRI, mais il vaut mieux être réaliste et ne pas vous limiter à cette possibilité. Alors d'une part, il existe quand même d'autres think tanks, sur, la place parisienne ou en France. Ils sont pas très, très, nombreux, mais enfin je peux en citer quelques-uns. Il y a l'IRIS, il y a la Fondation pour la recherche stratégique, l'Institut Montaigne, la Fondation Schuman, le European Council on Foreign Relations a un bureau à Paris. Le think tank de l'Union européenne qui travaille sur les questions stratégiques, l'EUISS, est aussi basé à Paris, et cetera. Donc il y a un écosystème qui existe, mais qui est petit, et donc il y a beaucoup de candidats, mais quand même assez peu, d'élus. Et c'est par ailleurs un écosystème qui a des difficultés quand même structurelles de financement. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le budget de l'Institut français des relations internationales, qui est encore une fois le principal, think tank sur ces questions, en France, est de 6,5 millions d'euros. Donc voilà, c'est conséquent, mais ça n'a rien à voir en termes de volume, avec des budgets de grandes universités ou avec des budgets d'organisations internationales ou même de certaines, ONG. Hem alors je regarde un peu les questions qui apparaissent. On me demande, si les membres de l'IFRI sont amenés à voyager. Alors, il y a dans le vocabulaire, il ne faut pas confondre les membres et les chercheurs, hein. Les membres, donc on est une association, donc on peut devenir membre de cette association. À ce titre-là, on va avoir accès à un certain nombre d'avantages, accès à des conférences, accès à des publications et cetera, même si une grande, grande partie de nos conférences et de nos publications, sont déjà, accessibles, hein, si vous allez sur le site, vous verrez, il y a des centaines de publications en ligne, dans différentes langues d'ailleurs. Hem, mais donc ça, c'est pour ce qui est des membres. Pour ce qui est des chercheurs, oui, les chercheurs sont amenés à voyager. Ils font du travail de terrain, c'est même une dimension très importante, de leur travail. Évidemment, en période de pandémie, c'est beaucoup plus compliqué, mais enfin là, les voyages ont quand même un peu repris et bon, je donne l'exemple, du Centrafrique subsaharienne. Évidemment, les chercheurs sont amenés à se déplacer en Afrique, à faire des entretiens sur place, avec la société civile, avec des dirigeants politiques, des dirigeants d'entreprises et cetera. Ils sont amenés à faire des observations. Alors, en fonction de la thématique de l'étude, évidemment, ça peut varier, mais là, je prends un exemple très théorique. Si vous travaillez sur, des mobilisations de la société civile liées à une thématique particulière, mettons par exemple, je ne sais pas, là encore une fois, c'est très théorique, mais les mouvements, anti-mesures sanitaires ou anti-vax, dans un pays donné ou dans une zone donnée, bah, vous pouvez être amené à voyager dans ce pays et à aller observer des manifestations, à parler avec des militants, parler avec des personnes qui sont opposées à ces mesures sanitaires, parler, aux autorités pour voir comment elles gèrent ces mesures-là, et cetera. Hem, je regarde encore les questions là qui défilent. Quelle est la moyenne d'âge des chercheurs de l'IFRI? Hem, alors on a c'est je ne sais pas répondre en termes de moyenne, mais je dirais que, on a quand même, pas mal de chercheurs qui sont jeunes, c'est-à-dire qui arrivent à l'IFRI juste après leurs études, hein. Je prends là mon exemple, hein. Moi, je suis arrivé à l'IFRI à la toute fin de mon master.
d'abord en stage et ensuite, j'ai été gardé à l'issue de mon stage pour, faire une convention CIFRE, donc pour faire ma thèse et à l'issue de mon doctorat, j'ai été gardé, comme chercheur. Vous voyez, ça veut dire que je suis arrivé à l'IFRI à 22-23 ans, quoi. Et il y a d'autres chercheurs qui sont dans ce cas-là et qui ont fait, une thèse en CIFRE à l'IFRI et donc qui sont arrivés, à l'IFRI avant 25 ans, quoi. U un point important à savoir aussi, c'est qu'on est dans le milieu de la recherche, on est dans le milieu, associatif et quand je dis ces 2 mots, ça veut dire que les salaires ne sont pas mirobolants. Donc si votre objectif, c'est vraiment de gagner beaucoup d'argent, bah, il vaut mieux aller dans une entreprise, privée, une firme multinationale qui travaille aussi à l'étranger, qui travaille d'une certaine manière sur les relations internationales, que dans le milieu de la recherche et le milieu, associatif. Mais je mentionne ce point-là parce que je crois qu'il est aussi à relier à la question de l'âge. Ça veut dire qu'il est très difficile, pour un institut, de voilà, de recruter des chercheurs de 55 ans, très connus au niveau international, très, très qualifiés, a fortiori des personnes qui auraient aussi une expérience dans le privé. Donc on a, ça explique aussi pourquoi la moyenne d'âge est relativement, jeune dans un institut, comme l'IFRI, mais je pense que c'est vrai aussi, pour, la plupart des autres think tanks sur la place, parisienne. Alors j'ai des questions sur, alors déjà, il nous reste que quelques minutes. On me rappelle qu'on a 4 minutes. J'ai une question sur le meilleur master en relations internationales selon vous. Très franchement, je ne sais pas répondre à cette question précisément et je peux vous dire que, au niveau des personnes qui candidatent à l'IFRI en stage et autres, on a quand même une diversité de masters représentés et ce ne sont pas d'ailleurs forcément des masters parisiens qui vont être retenus. Donc je le disais, ça peut être, des masters de grandes universités, parisiennes, de Sciences Po, mais ça peut aussi être des masters d'universités de province et puis ça peut aussi être des masters d'universités étrangères. Donc là-dessus, je crois que, effectivement, c'est bien de viser les meilleurs masters, mais sachez que nous-mêmes, on ne va pas faire la distinction en disant: «Telle personne de tel master, on va absolument la prendre et on va exclure les personnes d'autres masters». On va plutôt voir, voilà, la globalité du parcours de la personne, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a voyagé aussi, est-ce qu'elle a eu d'autres expériences, d'autres stages à l'étranger? Est-ce qu'il y a une cohérence, dans son parcours? Est-ce qu'elle a fait des lectures spécifiques sur, une thématique donnée? Par exemple, les personnes qui postulent au centre des études de sécurité, bah, évidemment, il faut que ces personnes-là aient déjà une culture stratégique et travaillé vraiment sur ces sujets-là et fait beaucoup de lectures. Voilà, c'est pas que le master, de telle université qu'on va prendre en compte. Est-ce que des études en journalisme et médias spécialisés en sciences politiques pourraient correspondre à ce profil? Alors, très franchement, non. On n'a pas de spécialistes, de journalistes, qui travaillent à l'IFRI, ni des personnes diplômées d'études de journalisme. C'est plutôt vraiment des personnes ayant fait un parcours en sciences politiques ou en relations internationales, qui, vont ensuite s'orienter vers l'IFRI. Je regarde encore. Acceptez-vous des étudiants qui font un master en relations internationales à Cato? Oui, on en a, on a eu récemment, non seulement un stagiaire, mais aussi un chercheur, qui est resté quelques années à l'IFRI et qui faisait sa thèse, en l'occurrence, à l'ICP, à la Cato. Je regarde si j'ai oublié des questions, sinon il nous reste 2 minutes. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il nous reste 1 minute. S'il y a une toute dernière question, c'est le moment. Sinon, je crois qu'on va s'arrêter parce que c'est l'heure. En tout cas, je vous remercie beaucoup, d'avoir suivi, cette présentation. J'espère qu'elle vous aurait été utile et puis je vous souhaite, bonne chance pour la suite de votre, parcours et peut-être qu'on se reverra un jour, à l'IFRI. Voilà, merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne, fin de journée. Au revoir.